C'est une première dans le décodeur. Aujourd'hui, nous allons parler humanitaire avec Michel Colombel, qui dirige la communication et le fundraising de l'ONG MEAD. MEAD, c'est une ONG qui a été fondée en 2011 par des médecins issus de la diaspora syrienne en France. Et ils interviennent sur des zones de conflit comme évidemment la Syrie, mais aussi l'Ukraine, plus proche de nous, bientôt en Afrique, ainsi qu'au Yémen et au Moyen-Orient. Quelle différence avec les autres grandes majors de l'humanitaire ? Eh bien c'est très simple, MEAD co-construit l'offre de santé localement. C'est-à-dire qu'elle n'envoie que très peu d'expatriés pour s'occuper des populations locales. Et quand je dis s'occuper des populations locales, je parle évidemment de médecins. Durant notre entretien, Michel, qui a été journaliste de par le passé et qui a fait 10 ans de marketing et de fundraising en agence, va vous expliquer les problématiques d'une ONG comme MEAD, qui, comme je le disais, n'a pas nécessairement, pour le moment, et je précise bien pour le moment, la notoriété de ses concurrents. Dès lors, elle se doit d'être intelligente, maligne, et figurez-vous que cela fonctionne très bien. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous invite à faire un don à MEAD si vous aimez évidemment votre prochain, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion. Et pour cela, c'est très simple. Vous allez sur MEHAD, MEHAD.fr, et vous cliquez dans la rubrique « Faire un don ». Très bonne écoute en compagnie de Michel Colombel, directrice communication et fundraising de MEAD. Et enfin, un très grand merci à Laurie du Podcaston qui nous a permis de nous rencontrer, car vous l'avez bien compris, cet épisode est enregistré à l'occasion du Podcaston 2026. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Michel. Bonjour. Comment ça va ? Tout va bien, merci. Michel, on va parler avec toi alors d'une ONG que peu de gens connaissent, je suis désolé de le dire ainsi, mais il faut savoir à un moment reconnaître les choses, qui s'appelle MEAD, qui fait en plus de très belles choses. Toi, tu en es la directrice de la communication et du fundraising. C'est ça. Toutes mes félicitations. On va parler évidemment de ton parcours qui a commencé par le journalisme, puis du fundraising et aujourd'hui d'IRCOM depuis 2 ans et demi dans cette très belle ONG. Mais bref, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Est-ce que tu peux te présenter puis nous présenter MEAD afin que nos auditrices et auditeurs se couchent beaucoup moins bêtes ce soir ? Oui, effectivement, tu l'as dit, MEAD, elle est peu connue en France, mais c'est assez normal parce que c'est une ONG qui est de taille relativement modeste par rapport aux géants des ONG médicales que sont Médecins sans frontières ou Médecins du Monde, par exemple. Et elle est assez récente, elle est née en 2011, de la volonté de médecins issus de la diaspora franco-syrienne de venir en aide au peuple syrien suite au démarrage de la guerre dans le pays. Et ensuite, elle a étendu son champ d'intervention à d'autres zones de crise. Donc l'Ukraine depuis le démarrage du conflit, le Yémen. On intervient aussi de manière ponctuelle au Liban, en Cisjordanie. Enfin voilà, différents terrains d'intervention. En Syrie, il se trouve que l'ONG est très connue. C'est l'ONG qui intervient majoritairement dans le pays, dans le secteur médical. Donc c'est la plus connue là-bas. Effectivement, en France, on a encore un bon déficit de notoriété à travailler, mais on gagne du terrain petit à petit, on y travaille. Ça tombe bien, tu es là pour ça avec ton équipe. Voilà. Donc, l'ONG, elle a 15 ans, diaspora syrienne en France, très connue en Syrie, comme tu le disais très justement. Voilà. Il y a aussi de mastodontes, MDM, Médecins du Monde, et MSF, Médecins sans frontières. C'est pas évident d'exister. Donc, quelque part, même si vous avez déjà 15 ans d'existence, c'est pas simple. Parce qu'ils vous font de l'ombre et on ne peut pas leur en vouloir, bien au contraire. Et je trouve au contraire que ce que vous faites est très bien. Et on va justement en parler. Toi, tu viens à la base du journalisme. Oui, c'est ça. Tu es diplômé de l'ESJ à Lille. Oui. 5 ans de journalisme, de la presse, de la radio. Tout à fait. Et puis un jour, tu vas travailler dans une structure marketing qui s'appelle Score Marketing, qui fait ce qu'on appelle du fundraising. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce passage du journalisme ? Parce que tu étais en province, comme on dit, en région, comme on dit à Paris. Et les provinciaux détestent ça. Exactement. Le provincial que je suis de Toulouse déteste ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Parce que 5 ans de journalisme après le SJ. Voilà. Le SJ, c'est une très belle école de journalisme.
que tout le monde le comprenne bien. Les auditrices et auditeurs sont pas nécessairement spécialistes du journalisme, donc c'est une très très belle école. 5 ans, et après tu files faire du marketing, tu as vendu ton âme au diable, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, hasard total, donc effectivement, début dans le journalisme radio, qui était vraiment mon métier de cœur, de prédilection, un petit peu chez Radio France, puis effectivement en province, en région. Je bascule en presse écrite et licenciement économique à cette époque-là. Comme beaucoup dans le journalisme à l'époque et encore maintenant, le secteur de la presse n'est pas le secteur qui se porte le mieux. Et à ce moment-là, se pose la question donc de retrouver du boulot. Je cherche évidemment dans le secteur du journalisme. Je tombe sur des annonces parfaitement inintéressantes qui, à mon sens, relèvent très peu du journalisme. Il s'agissait clairement de faire du remplissage de contenu pour parfaire à des algorithmes SEO, SIA. Ça ne m'intéressait pas. Et par le jeu des mots-clés, je tombe sur une annonce donc, où c'était plutôt mes compétences acquises à Sciences Po, en l'occurrence, qui pouvaient être valorisées, et aussi la vulgarisation apportée par le journalisme, où il s'agissait à la base de rédiger du contenu, de faire des recherches, de faire de l'analyse de politique publique pour des associations, donc qui étaient à l'époque du secteur du militantisme. Donc moi, j'ai fait ça pendant 10 ans. C'était plutôt secteur militant. Qu'est-ce que c'est le secteur militant, qu'on comprenne bien ? C'est qui ? C'est AIDS, c'est des gens comme ça ? Alors, c'est des ONG qui vont essayer de faire changer la société, qui vont avoir un impact effectivement sur la société. Donc, on n'est pas dans le caritatif, on n'est pas dans l'humanitaire. Là, effectivement, l'objectif, c'est des ONG de type Greenpeace, etc. Là, nous, celles qu'on accompagnait, c'était des plus petites, qui vont essayer d'avoir une influence sur la sphère publique et politique en faisant évoluer une loi, en faisant voter une loi, donc par le biais de différents modes d'action qui peuvent être tout simplement des pétitions, qui sont un vrai levier, qui sont efficaces, par le biais de grandes mobilisations citoyennes et donc effectivement qui sont accompagnées de fundraising, puisqu'il faut des fonds pour mener toutes ces actions-là. Ok, donc pendant 10 ans tu fais ça. Donc j'arrive dans ce secteur-là, je n'y connais rien. C'est d'ailleurs un secteur qui est assez peu connu en France. C'est quand même une pratique qui est très anglo-saxonne à la base. En France, on a un petit peu peur de l'argent, on a un petit peu peur de lever des fonds. C'est mal, alors que les anglo-saxons sont très décomplexés par rapport à ça. Et puis, il y a quand même beaucoup moins la notion d'État-providence aussi, qui fait qu'effectivement, c'est beaucoup le secteur associatif qui va aller lever des fonds pour justement soit influer sur la sphère publique politique ou pour mener des actions de type action sociale. Donc, il y a cette culture-là qui est beaucoup plus ancrée. Donc, bref, moi, je ne connais rien en bonne française au fundraising. J'ai cette chance extraordinaire d'être formée en interne pendant plusieurs années. Je pense que j'ai mis facilement 3-4 ans à être autonome dans ce que je faisais. Donc, j'ai eu une longue formation. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce métier. On voit les évolutions concrètes et oui, vraiment, on voit très concrètement ce qu'on a mis en œuvre être traduit en chiffres et en actes de manière immédiate. Donc, c'est assez satisfaisant. Comment on met en place un plan de fundraising quand on est une association ? C'est quoi le b.a.-ba ? Parce que je pense que la plupart de nos auditrices et auditeurs du Décodeur de la Com ne savent, 1, pas du tout ce que c'est, mais tu l'as expliqué, et 2, personne ne sait comment on fait. Alors déjà, la règle d'or, vraiment universelle du fundraising, c'est que si on ne demande pas, on n'aura pas. Donc là, c'est vraiment, s'il y a une règle à retenir, c'est celle-là. Et il faut bien retenir une chose, c'est que notre donateur, c'est pas notre bienfaiteur. Il est avec nous, on lui propose de participer à une action et ça, il faut jamais l'oublier. Le donateur, il a sa place, il est important dans l'association, il a son rôle à jouer et donc ce qu'on lui propose, c'est vraiment un rôle de partenaire. C'est avec lui qu'on construit les choses, c'est grâce à lui, mais c'est aussi avec lui et donc c'est pas le bienfaiteur. C'est-à-dire qu'il doit quelque part se retrousser les manches, il doit devenir, entre guillemets, bénévole. C'est ce que tu entends par là ou...
Pas du tout. C'est la manière dont on lui présente sa participation. C'est très important pour susciter l'envie de donner parce qu'il faut quand même, surtout dans une période d'inflation, etc., il faut se retrousser les manches pour susciter l'envie de sortir sa carte bancaire et de faire un don. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que le donateur, on ne va pas simplement lui dire s'il te plaît, donne-nous des sous, on en a besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'une aide médicale d'urgence, etc. Ça, il le sait. Mais il va falloir aller non seulement susciter une émotion chez lui, on va créer quelque chose, on va parler à son cerveau, bien sûr, mais on va aussi parler à son cœur et à ses tripes. On va vraiment aller créer cette émotion et on va lui proposer quelque chose. On va lui proposer de construire ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il a une place très importante et que c'est grâce à lui qu'on va agir et c'est lui le personnage central de l'histoire. Mais justement, c'est là que j'ai du mal à comprendre. Autant je comprends sur l'émotion, la communication rime avec émotion. Donc ça, de ce côté-là, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il n'y a que ça de vrai. Et particulièrement lorsqu'on va justement, comme tu le dis, sortir sa CB. Les Français sont réputés comme étant un peuple extrêmement généreux qui donne énormément aux associations. Peut-être cette culture nationale qu'on a du welfare state, donc c'est-à-dire ce fameux État-providence, et nous-mêmes on y contribue. Mais là, qu'est-ce que c'est très concrètement ? C'est-à-dire que tu dois lui fournir des preuves, pas uniquement son reçu fiscal, parce que ça n'a que fort peu d'intérêt, mais c'est quoi que tu entends quand tu veux le mettre un petit peu au centre de ton action ? En fait, c'est la manière de créer son histoire, de créer son storytelling. Quand on écrit au donateur, c'est pas l'ONG le personnage principal, c'est pas le médecin, c'est pas le bénéficiaire, c'est le donateur. Je fais un parallèle, c'est le client. Tu lui parles directement, merci d'avoir donné. C'est quoi que tu fais et puis quels outils tu vas utiliser et quelle stratégie tu as ? Alors, je vais te donner un exemple très concret. J'ai lancé un appel d'urgence pour notre mission qu'on vient de déployer au Liban suite aux récents événements, aux récentes attaques que subit le pays. Premier email, très classique, appel à l'aide urgent. On ouvre une mission au Liban, on a besoin de vous, qui lève déjà pas mal. Hier, j'en ai fait partir un deuxième où j'ai donné 2 chiffres. J'ai dit, on veut ouvrir 3 cliniques mobiles. Pour une clinique, j'ai besoin de 12 000 €. Ça peut paraître beaucoup, les gars, mais si 60 personnes donnent 200 €, ce qui fait 50 € avec la réduction fiscale, on y est. Et en fait, là, on suscite une envie. Il y a une espèce d'exclusivité. Et donc, encore une fois, on en revient à la notion de clients, de produits rares. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est comme ça qu'on va un petit peu aller, attention, je sors les gros guillemets, appâter le chaland. Il faut lui faire une offre qui soit séduisante. Et quand je parlais de partenaire, c'est ça. Là, il se dit, OK, je fais partie de ces 60 personnes qui permettent d'ouvrir la clinique mobile. Donc, la clinique, elle s'ouvre grâce à moi. Je fais partie du jeu, je fais partie de l'action. Je suis non pas uniquement spectateur et bienfaiteur, je suis acteur. En somme, tu es là pour donner l'impression que la personne en ayant évidemment donné, c'est bien le cas de le dire, elle est vraiment actrice et non pas j'ai juste servi à mon empreinte de CB. Je comprends mieux la chose. Ça veut dire qu'en termes d'outils de communication, là je reviens à des choses qui sont peut-être encore plus concrètes, puisque tu sais bien que nous sommes dans un monde très audio et particulièrement vidéo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas faire des vidéos, tu vas envoyer des vidéos de choses, où tu vas montrer comment a été montée l'opération. C'est ces choses-là par exemple, ou est-ce que tu as besoin, comme font peut-être les plus gros, de grandes campagnes de pub faites par une agence ou faites en interne, peu importe, mais qui montrent qu'on existe et qu'on a une notoriété et que MEAD compte et fait de très belles choses. Parce qu'on va aussi en parler un petit peu plus en profondeur. MEAD ne ressemble pas nécessairement à MDM ni MSF. Et ça, il faut le comprendre. Mais on en parlera après. Mais là, je suis sur les outils de communication. Pardonne-moi d'être aussi basique pour que les gens comprennent bien. Tu leur écris, ils ont compris qu'ils font partie des X personnes qui vont contribuer, donc il y a une fierté. Mais après, il y a un retour d'information qui est de la communication, des vidéos, des choses comme ça, c'est ça ? Oui, et justement, comme nous, on n'a ni le budget, ni la possibilité de faire de très grosses campagnes de notoriété, de visibilité. On ne peut pas faire des campagnes d'affichage 4x3 dans le métro, etc. Bref, tout ce genre de choses.
ça coûte trop cher pour une petite ONG comme nous. Donc, on fait de la visibilité à notre niveau. On utilise les outils qui sont à notre portée. On fait du Google AdGrants, on fait du Meta Ads un petit peu. On développe des outils pour aller collecter aussi des leads. Je ne sais pas si ça parle à tes auditeurs, mais bon, ce sont les emails qualifiés qui vont nous permettre d'enrichir la base de données. Bon, bref, voilà. On fait un peu tout ça. Mais nous, les stratégies qu'on va déployer, c'est justement ce côté, on est petit, mais on fait quand même des choses qui sont quand même très intéressantes. On gère énormément de centres de santé en Syrie, au Yémen, etc. On arrive à faire beaucoup avec pas grand-chose. Et moi, je vous le montre très concrètement. Et donc, par exemple, effectivement, dans la communication, on ne va pas hésiter à être très précis, à détailler. Pour ce centre de santé-là, on a acheté tel type d'équipement grâce à vous, à effectivement faire de la vidéo, à fournir ce genre de contenu qui est très apprécié. Il faut l'humaniser, bien sûr, comme dans tout type de communication. Mettre des visages, c'est très important. Mais on joue beaucoup cette carte-là, du petit et du coup de l'hyper-transparence. Regardez, là, on a pu acheter ça grâce à vous. Il y a le retour d'expérience quelque part. C'est-à-dire, votre argent a servi à ça, très concrètement, et non pas à enrichir quelqu'un qui va finir en prison, confère Rosemary. On en parlait quand on s'est eu au téléphone auparavant, mais c'est vrai que, bon, moi j'ai 53 ans, tu es beaucoup plus jeune, et nos auditrices auditeurs n'ont peut-être jamais entendu parler de l'ARC. C'est donc le cancer. Jacques Rosemary, qui était un type qui passait à la télé et qui passait dans des spots de pub, rappelle-toi, quand on était jeune, tout le monde donnait pour lui. En fait, il s'est enrichi. Et ça a jeté un énorme froid sur tout l'associatif et sur le, entre guillemets, le caritatif et l'humanitaire. Bon, c'était il y a 30 ans, mais c'était quand même pas royal au bar et je pense que ça existe encore. Le donateur, tiens, il a quel âge chez toi ? 50 ans, 20 ans, 30 ans ? Il est plutôt âgé, je suppose, non ? Il est âgé, effectivement, et c'est pas un donateur, c'est une donatrice. Ah, c'est-à-dire, c'est quoi, 80-20 ? Alors, chez nous, c'est moins marqué que dans d'autres ONG du milieu caritatif, mais nous, on est quand même sur du 65 à peu près % de femmes. Pourquoi ? Aussi parce que, on est dans le secteur du caritatif, on est dans le care, donc on est plus sur des femmes. Et comme la moyenne d'âge est un peu élevée, démographiquement parlant, on est aussi plus sur des femmes. Mais donc, effectivement, ces femmes-là, vu leur âge, elles se rappellent très bien de l'ARC. Et ça a jeté un grand discrédit sur le secteur, effectivement, de l'humanitaire. On travaille toujours avec ça et c'est aussi pour ça que la transparence, effectivement, c'est un devoir, mais c'est aussi un outil de communication. Bon, il faut savoir que maintenant, on est audité vraiment à un niveau le moindre stylo, je dois justifier son achat. Donc, on est vraiment à de très hauts niveaux d'audit qui garantissent a priori que l'argent va au bon endroit. Mais ça, c'est un peu, entre guillemets, de la cuisine interne. Le donateur, il le sait, mais lui, il a besoin d'être rassuré et on se doit de le faire. Sur le site internet, c'est 500 professionnels sur le terrain. Je crois que c'est un petit peu plus aujourd'hui, c'est 600, ouais, c'est ça ? 660. 660, donc félicitations. Chiffre à jour 2025. Félicitations, donc il y a eu 30% de personnes en plus. L'effectif, c'est quoi ? Parce que là, j'ai vu l'équipe. Donc, oui. Tu as une équipe communication, mais on en parlera après. L'équipe, le siège, c'est quoi ? C'est une quinzaine de personnes à peu près ? À peine, ouais. C'est une équipe très ramassée au siège. Et donc, la majeure partie, ce sont des personnels de santé, mais aussi, évidemment, support, locaux. On n'a pas d'expat, extrêmement peu, de manière très temporaire et très ponctuelle. Entendu. Alors, merci de le rappeler, parce que ça, c'est très important. Parce que vous n'arrivez pas en disant on va s'occuper de tout, bien au contraire, vous facilitez les choses parce que c'est le terrain local. Donc par exemple en Syrie, ce sont des médecins syriens, majoritairement j'imagine, voire quasi exclusivement, qui s'occupent des problématiques en Syrie, même motif, même punition en Ukraine, au Liban, etc. C'est bien ça ? Exactement, et je te remercie d'en parler parce que c'est vraiment l'ADN de notre ONG, c'est un peu ce qui fait sa spécificité justement par rapport à des très gros. Si on se dit parfois quelle est notre différence et peut-être pourquoi aller vers MEAD et pas vers une autre ONG, on ne fait pas du MSF ou du MDM en plus petit et en moins bien. On fait
différemment, on est complémentaires. La zone dans laquelle on intervient au Yémen, par exemple, on est les seuls à intervenir là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on a uniquement des salariés de droit local et que c'est une zone qui est très complexe, qui est très dangereuse. Et donc, envoyer des expats, ça ne serait pas possible. Et oui, nous, on a cette volonté-là d'arriver. Alors, effectivement, le White Savior, heureusement, il a un peu vécu et c'est tant mieux. Et c'est assez quand même partagé par les autres ONG. Hein. Pour être honnête, on n'est plus les seuls sur ce créneau-là et heureusement, tant mieux. Mais en tout cas, nous, je pense que ça vient vraiment de l'histoire de l'ONG qui a été créée par des médecins syriens qui étaient installés en France. Donc, il y avait cette vision-là qui savait très bien que sur place, ceux qui étaient les mieux placés pour traiter les problématiques de santé locale, ce sont les acteurs de santé locaux. Au Yémen, il y a des épidémies de type choléra. Les médecins français ne savent pas soigner le choléra. Ils n'ont jamais vu un cas de choléra de leur vie. Les médecins yéménites, ils en voient tous les jours. Donc, ce sont les mieux placés pour répondre aux problématiques de santé locale. Et ça permet aussi de pérenniser notre action. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur 15 jours avec une trousse de médicaments, je caricature, bien sûr. Et derrière, au revoir tout le monde, bye bye. Là, l'objectif, c'est vraiment de renforcer les systèmes de santé locaux qui sont fragilisés. On est dans des zones de conflit, on ne va pas se mentir, l'hôpital n'est pas flambant neuf, il y a de gros manques de personnel, de consommables, de tout ce que tu veux, mais on renforce les capacités locales et une fois qu'on part, l'objectif c'est que ça fonctionne, c'est que ça continue à fonctionner. Si je fais un parallèle avec la communication, les gens que vous envoyez pendant un certain temps, ce sont plutôt des chefs de projet, ce serait ça qui mettent en place les choses et après tout est géré localement, c'est bien ça ? Oui, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne habituellement. Pour ce qu'on appelle les missions exploratoires, là on va envoyer effectivement des expats, des personnes qui sont françaises ou pas du tout d'ailleurs, mais en tout cas qui sont expats, qui vont aller rencontrer les acteurs de santé locaux, qui généralement connaissent déjà très bien le terrain et qui vont élaborer un programme, une réponse à une problématique qui a été vraiment très clairement identifiée. Ok, là il y a une lacune, là il y a un manque, il y a un gros besoin sur telle ou telle thématique. Donc c'est parti, on construit une réponse de santé et une fois qu'on a les financements, on monte ce programme-là et là, on part avec les acteurs de santé locaux et avec les salariés de santé locaux. Ces gens-là, c'est des tueurs en série, pardonne-moi l'expression, c'est des super pontes. Ouais, ils sont assez forts et surtout, ce sont des spécialistes de l'action humanitaire. Ils sont médecins la plupart du temps, mais pas forcément. Généralement, on envoie 2 types de profils. On envoie un médecin et quelqu'un qui a plutôt un profil RH, finance, etc. Enfin, vraiment support, mais qui sont des professionnels aguerris de l'humanitaire. Donc, ils arrivent sur un terrain. Effectivement, directement, ils savent aller chercher les bonnes connexions, aller chercher les bonnes informations, tout de suite avoir une analyse très fine du terrain. Donc oui, ce sont de super pros et on leur dit merci d'être là parce que sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Quel âge en moyenne quand ils sont du côté médecin ? La cinquantaine, je suppose, il faut avoir un peu d'expertise, d'expérience. Alors, les médecins qui sont membres du CA, eux, ils ont un peu de bouteille, ils me pardonneront de le dire. En revanche, les médecins qui partent en mission explo, non, ils sont pas forcément très âgés. Il faut aussi pas forcément avoir énormément d'attaches, je pense, pour être tout le temps par monts et par vaux. Ce sont pas forcément des pères et mères de famille bien installés. Je comprends mieux. C'est vrai que je vois ça depuis Paris, où nous nous trouvons, et c'est vrai que je me dis... Quand on a un enfant ou des enfants comme toi et moi, forcément, on se dit, je vais peut-être pas partir sur une zone de conflit où je maîtrise pas nécessairement la langue. Je vais pas, en tout cas, risquer ma peau et je le comprends parfaitement. Ok, donc, c'est quand même très novateur vis-à-vis de vos grands concurrents. Mais concrètement, il faut de l'argent. Et là, je reviens à ton métier fundraising et communication, qui pour moi est fondamental. Mais quand on a une communication qui doit impérativement servir, c'est impératif, c'est-à-dire que là, on n'est pas là pour faire joli. Tes Facebook Ads ou tes Google Ads, ils sont là pour rapporter et non pas pour faire une campagne de notoriété. Ce qui veut dire ne rien rapporter, juste faire un peu d'image pour se faire plaisir. Tu dois avoir une énorme pression sur le dos. La pression, elle est toujours là puisque effectivement, l'argent, comme tu le rappelais, c'est le nerf de la guerre. Le fundraising, donc la collecte grand public, chez MEAD, ça représente par année entre 10 et 12% de notre budget. Donc, c'est quand même
minoritaire. Mais c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel ? Le reste, c'est les subventions publiques, les financeurs institutionnels. Qui sont ces financeurs institutionnels ? On va refermer aussi vite. C'est quoi ? C'est l'ARS ? C'est des gens comme ça ? Alors, c'est plutôt le gouvernement français par le biais notamment du CDCS, Centre de crise et de soutien, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, donc qui finance l'action de la France sur les zones de conflit. Ça peut être l'AFD, Agence française de développement. On est en train de solliciter en ce moment des financements de ECHO, qui est l'agence européenne de financement de l'aide humanitaire. On est financé de manière ponctuelle par d'autres pays, l'Allemagne par le biais de GIZ, qui est un peu le pendant du CDCS. On peut être financé par la Norvège. Enfin bon, voilà. On a différents financeurs institutionnels qui représentent encore à l'heure actuelle une majeure partie de nos financements et c'est assez compréhensible vu les montants qui sont en jeu. On a quand même des budgets qui sont assez important, on va dire, vu la taille de l'ONG et les programmes qu'on mène, ils sont coûteux. Les programmes de santé, gérer des structures de santé, etc., c'est coûteux. Mais pourquoi la part fundraising, elle est essentielle ? C'est que cet argent-là, il nous permet d'agir très vite. Il nous permet d'agir aussi où on veut. C'est-à-dire que là, par exemple, on parlait tout à l'heure de la mission qu'on a déployée au Liban. On a décidé de déployer cette mission. On a dû commencer à en parler en début de semaine, comme tout le monde, en voyant que c'était le chaos total au Moyen-Orient. On a décidé réellement mercredi de déployer la mission. Notre médecin, il est parti samedi et tout est financé. Et là, le démarrage de la mission va être financé intégralement sur fonds propres. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est avec des financeurs institutionnels. Qui mettent beaucoup de temps à financer, je suppose. C'est un peu comme en France chez nous avec les ARS, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, voilà, tout normal. Prend du temps. Il faut déposer un dossier très complet. Bon, c'est normal. On n'est pas sûr d'avoir les financements. On est lié, comme beaucoup, au vote tardif de certains budgets. On ne reviendra pas sur cet épisode douloureux. Voilà, c'est la 2e année de suite. Donc, les financements publics, c'est toujours plus compliqué. Ils sont là et on les remercie d'être là parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut mener la majeure partie de nos actions. Avoir des fonds propres pour une ONG, c'est essentiel. C'est vraiment ce qui nous permet, oui, d'avoir une liberté d'action et d'agir au plus vite et là où il y en a le plus besoin. Si je fais un parallèle tout bête, c'est ton fonds de roulement qui est le fundraising. C'est 10 à 15% que ça représente. Eh bien, c'est ce qui te permet d'aller beaucoup plus vite que ces fameux projets qui sont colossaux et donc qui mettent beaucoup de temps. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. Et puis, ça sécurise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'épisode des USAID, qui est donc l'agence de financement de l'aide humanitaire américaine. Donc, ça a été l'une des premières décisions pour ceux qui ne seraient pas très au fait de cette actualité qui est comme très centrée sur l'action humanitaire. Au moment de la mandature, du début de la mandature Trump, ça a été l'une des premières annonces. Je coupe les financements USAID qui représentaient 60%. Est-ce que je te raconte une bêtise ? Est-ce que c'est 40 ou 60% de l'aide humanitaire mondiale ? Ça a été un cataclysme. En tout cas, il y avait des ONG, des géants, type Action contre la faim, qui dépendaient, leur budget 2025 dépendait à 40% du USAID. Donc, ça a été un cataclysme et ça a montré aussi un peu à tout le secteur que dépendre uniquement de l'institutionnel, c'était compliqué et qu'il fallait vraiment s'appuyer sur la collecte grand public et le mécénat entreprise. Est-ce que ça n'a pas remis, pardonne-moi l'expression par avance, un peu l'église au milieu du village ? Parce que si tu comptes uniquement sur les gouvernements, je pense que très honnêtement, et c'est ce qui se passe en France et je reste dans notre beau pays en Hexagone, tu as toutes les associations qui sont en train d'hurler. Alors c'est vrai que depuis 2024, c'est un petit peu compliqué. Ça descend toujours dans la rue, mais globalement, rien n'avance réellement. Et au final, ce que toi, tu as vécu au niveau mondial, donc c'est d'un tout autre niveau, remets les pendules à l'heure. À un moment, il va falloir que vous alliez chercher l'argent auprès des particuliers ou des entreprises et un peu moins auprès des gouvernements. Est-ce que ça n'est pas, là aussi, une sacrée pression sur le dos ? Parce que finalement, c'est s'adresser à de nouvelles personnes. Alors toi, tu maîtrises ça parce que t'es 10 années avant d'arriver chez MEAD, ça fait 2 ans et demi, il faut le rappeler à nos auditrices et auditeurs, parce que tu es là depuis fin 2023, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc ça fait presque 3 ans. Et toi, tu maîtrises ces choses-là. Mais quand même, quelle pression énorme. Est-ce que toi, ça te fait peur ? Ou est-ce que, inversement, forcément, c'est pas évident, mais vu que tu as 10 ans de pratique
et de maestria totale, tu te dis, je sais comment on va faire chez Méade. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça oblige à se réinventer complètement et à réinventer les modèles économiques de la plupart des ONG. Et je ne suis pas du tout la seule à poser ce constat. C'est un constat qui est de manière unanime posé par l'ensemble de mes pairs. Et donc, effectivement, ça invite et ça oblige à aller chercher de nouvelles sources de financement qui existent, mais qui demandent effectivement de se retrousser un peu les manches. Donc, il y a le grand public, mais le grand public, c'est compliqué. On ne va plus tout à fait le chercher comme avant aussi. Donc, mes 10 ans de pratique, certes, ont le mérite d'exister, mais on ne fait plus non plus du fundraising grand public comme il y a 5 ou 10 ans. Ça a complètement changé également. On va aller chercher de nouvelles sources de financement. On va aller chercher chez les legs et les libéralités, donc tout ce qui est assurance vie, etc. C'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout il y a quelques années, qui se développe énormément. On va aller beaucoup creuser la question du mécénat, ce qui était pareil, moins le cas avant. On va aller chercher pour certains du côté des États-Unis. On va aller chercher du côté des pays du Golfe. On se diversifie géographiquement, on se diversifie dans sa nature des sources de financement. Ça oblige à se réinventer totalement. Quel rôle peut jouer la communication et le marketing là-dedans? Parce que pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment, les donateurs vont vouloir en avoir pour leur argent. Tu en as parlé en début de conversation. Il y a une transparence totale de ce que vous faites. Et c'est fondamental. Mais à un moment, la marque, elle va jouer. Très clairement. Et là, il y a un enjeu qui est sensationnel. Et je me demande, et là je vais parler d'une manière plus générale, et après on parlera évidemment de Méade, mais je me demande si finalement toutes ces ONG ont compris qu'elles devaient être des marques. Alors évidemment, la marque, elle est fondamentale. J'ai envie de dire qu'effectivement, pour de très grosses ONG et qui ont une notoriété énorme, type Médecins sans frontières, le travail de marque, il est mené, j'en doute pas. Ils ont des professionnels aguerris chez eux qui travaillent très bien et chez MDM aussi. Mais quelque part, cette marque, elle est tellement ancrée dans l'imaginaire collectif que presque le travail job is done, quoi. Alors que chez nous, on a ce challenge-là, puisque tu le rappelais gentiment en tout début d'entretien, nous avons un déficit de notoriété qui est tout à fait normal. Mais du coup, nous, on doit faire le travail. Parce que quand on dit, mon ONG s'appelle Méade, personne ne voit ce que c'est. Donc, clairement, on a une identité à créer. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que nous, c'est un vrai challenge. Il faut expliquer aux gens en quoi ça va être utile et pourquoi il faut que leur don aille plutôt chez nous que chez quelqu'un d'autre, à choisir. Donc, effectivement, la marque, c'est essentiel et j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, ce qui nous différencie, c'est vraiment ça, c'est cet ADN d'aller co-construire avec les acteurs de santé locaux. Il y a des petites différences comme ça sur lesquelles il faut vraiment jouer à fond, parce qu'en fait, sinon, on est mort, nous, tout simplement. Si on ne travaille pas là-dessus, pourquoi aller donner à Méade illustre inconnu plutôt qu'à MSF, qui a une notoriété reconnue, qui a 40 années d'existence, voilà. Alors, c'est normal, il y a toujours des leaders sur un marché. Et j'emploie à dessein le mot marché. Il y a des challengers, comme Méade. Je vais te poser une question qui est volontairement dégueulasse. Je te prie de m'en excuser par avance. Pourquoi on irait donner à des gens qui vont sur des zones de conflit dont personne n'a rien à foutre? Je suis désolé d'être aussi brutal, mais la Syrie, je m'en contrefous. Le Yémen, je ne sais même pas où c'est. Je me fais volontairement l'avocat du diable et je te prie de m'en excuser sincèrement, Michel, parce que je ne le pense pas, mais pourquoi les gens iraient donner pour des zones de conflit dont personne n'a rien à faire? Mais c'est normal, parce que tu as tout à fait raison de le dire, parce que c'est la stricte vérité. Et c'est en cela que c'est le cœur de notre métier. Ça va être justement d'aller au-delà de la communication, faire du plaidoyer pour ces zones d'intervention, pour montrer déjà la réalité du terrain, pour faire vivre aussi, faire exister ces zones de conflit qui sont très peu présentes dans les médias, pour les rendre plus visibles. Donc entretenir tout un réseau auprès des journalistes, auprès de différents correspondants de guerre, etc., pour essayer au maximum de pousser ces sujets dans les médias, parce que ce qui est visible dans les médias est visible et existe, et l'inverse est vrai, en fait, malheureusement. Si les médias n'en parlent pas, ça n'existe pas. Donc, c'est un vrai challenge. Et il y a ce rôle-là, donc, de visibiliser les conflits, de visibiliser la situation humanitaire de nos zones d'intervention. Et le deuxième challenge, ça va être nous, plus dans le copywriting, donc dans le travail d'écriture
pour vraiment spécifiquement viser le donateur, viser les dons, aller montrer en quoi la situation de X ou Y au cœur de la Syrie va pouvoir me toucher, encore une fois, et c'est là où je replace le donateur au cœur de l'histoire, va pouvoir aller me toucher moi en tant que donateur, parce que ça va me parler, ça va résonner en moi. Mais ça, c'est un vrai challenge parce qu'effectivement, il y a cette fameuse loi de la proximité qui existe en journalisme, qui existe en communication, mais qui existe aussi en fundraising. On est plus touché par la mort du chien de la voisine que par 100 000 personnes qui ont péri dans un incendie au Bangladesh. Je n'avais pas vu cette histoire d'information. Quand je suis allé me balader sur les réseaux de MEAD, j'ai trouvé que c'était très informatif. Et tu sais ce que j'ai trouvé qui me manquait, et c'est pas une attaque en aucun cas, c'est l'émotion. Penses-tu, en tant que DIRCOM, qu'en 2026, il faille faire cette émotion comme on la voyait dans les années 80, qui était presque misérabiliste, que je trouvais au final pas très sympathique? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Que les gens se disent, ben oui, moi aussi, même si c'est à 10 000 bornes, et même si j'irai jamais en Syrie, ni au Yémen, ni même en Ukraine, ben que je file de l'argent à MEAD. Alors la question, elle n'est pas simple parce qu'on marche toujours sur un fil là-dessus. Il faut toujours trouver la balance entre la dignité, qui est vraiment un mot-clé chez nous, et ça fait partie de nos... On a des valeurs et on a une charte de déontologie qui nous interdit, nous, MEAD, d'aller justement utiliser la photo du petit enfant avec son ventre gonflé, d'aller utiliser des personnes qui vont être en situation de vulnérabilité dans notre communication. Ça, on se l'interdit parce qu'on estime que c'est nocif et c'est contraire à la dignité humaine. Et il y a l'autre face de la médaille qui fait qu'il faut bien aller collecter des fonds et qu'il faut bien susciter l'émotion parce que, comme je le disais dans l'entretien, quand on va collecter des fonds, quand on fait du copywriting, on écrit un peu au cerveau, mais on écrit surtout beaucoup aux tripes et au cœur. Donc, il faut aller susciter des émotions. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'aller créer des images mentales sans forcément aller montrer l'image, effectivement, d'un petit enfant qui meurt de faim. Mais une de nos campagnes qui avait, par exemple, extrêmement bien marché, c'était une campagne qui visait à sauver 2 structures de dialyse. Bon, il se trouve que nos donateurs, ils sont un peu âgés. La dialyse, ils savent ce que c'est, ça leur parle. Et donc là, tout de suite, ils vont aller se mettre à la place de la personne. Ils savent que eux, ou peut-être quelqu'un de leur connaissance, leur pote qui fait de la belote tous les mercredis avec eux, bon voilà, il va à la dialyse, il y va 3 fois par semaine, c'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale, il a peut-être même une ambulance qui vient le chercher chez lui, bon bref. Et il se rend bien compte que sans la dialyse, son pote de belote, Roger, il irait pas super bien, quoi. Voire 10 jours après, on le reverrait plus. Je schématise, je caricature et j'espère que Roger va bien. Mais en l'occurrence, là, voilà, c'était une façon évidente de lui parler parce qu'il voyait très bien que là, si le centre de dialyse fermait, l'espérance de vie d'un dialysé qui n'a pas sa dialyse, c'est 10 jours. Donc là, il comprenait bien la problématique et il pouvait s'identifier. Donc ça va être ça notre job, ça va être tout le temps d'aller créer ces images mentales-là. Ça peut être par plein de biais différents puisque ce donateur, on le connaît bien, on sait que c'est plutôt une donatrice, on sait qu'elle est plutôt âgée, on se doute qu'elle a certainement des enfants et des petits-enfants, donc on se doute aussi que intervenir sur des problématiques d'accès à la maternité et le fait de faire venir au monde des enfants en bonne santé, ça va être quelque chose qui va lui parler. On joue aussi sur des ressorts différents. Là, notre campagne qui est en cours, qui a été très perturbée par le Liban, mais qui était à la base en cours sur le mois de mars, c'est une campagne qui parlait aussi beaucoup de la dignité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des ressorts, donc encore une fois, qui relèvent à la fois du cerveau, de l'âme, on va aller chercher au plus profond de chacun. Et là, ce qui se passe depuis le début de l'année, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent « Purée, mais on est dans quel monde là ? On vit dans quel monde et de quel côté j'ai envie d'être ? De quel côté j'ai envie de me placer ?» Et on va aller le chercher aussi de ce côté-là. On va lui dire « Écoute, il y a encore des gens qui se battent pour la dignité humaine. Est-ce que tu veux en être ? Est-ce que tu veux être avec nous ?» Donc, c'est par tous ces ressorts-là qu'on va aller sans cesse essayer de susciter l'émotion. Et on n'est pas obligé de montrer des enfants avec des mouches dans les yeux pour ça. Ce que vous faites à la communication, j'ai vu 2 personnes, 2 jeunes femmes. Je crois qu'il y en avait une troisième qui n'était pas là. Il y en a une troisième qui n'était pas là. Ton équipe, c'est combien de personnes ? C'est 4 ? Vous êtes 4, 5 Alors, plus ? on est 4 au siège, donc à gérer communication fundraising.
Et puis ensuite, effectivement, assisté par mes collègues de la finance, etc. Mais c'est plus à la marge. Et ensuite, sur le terrain, on a des personnes qui nous appuient en communication. On a une personne à temps plein en Syrie. On a notre collègue responsable du programme en Ukraine qui nous appuie énormément sur toute la production également et qui nous alimente beaucoup. Au Yémen également. Donc voilà, on a des relais sur le terrain, qu'il s'agisse de temps plein vraiment dédiés à la communication ou de personnes qui font ça en parallèle d'autres missions. Et on travaille beaucoup avec des freelances aussi. Qui font quoi ces freelances ? C'est des campagnes qui vous font ? Ça va essentiellement être pour la production de contenu sur le terrain. Ce qui est pas toujours évident, de trouver des pros qui vont être capables de faire des belles images, mais en zone tellement difficile d'accès qu'en fait, personne n'y va. Donc là, il y a du challenge déjà. Et on peut les saluer parce que aller faire des images en ayant potentiellement de quoi se faire tuer, je le rappelle. Là, on sort de la com depuis nos bureaux parisiens. Oui, là c'est quand même différent. Le photographe qui va nous faire les visuels au Yémen, clairement, la zone dans laquelle il va, elle est ultra dangereuse. Donc on est content quand on l'a trouvé. Et puis, effectivement, c'est peut-être pas les meilleures images de la Terre, mais voilà, au moins, elles ont le mérite d'exister et il revient sain et sauf. Donc, c'est déjà bien. Déjà, c'est plus important, il revient sain et sauf. Et secondo, j'irai regarder évidemment avec grand intérêt ce qu'il a fait, mais je mets ma main à couper que ce sont des images qui parlent. On n'est pas là pour parler technique de photos parce qu'on s'en fout. C'est pas Peter Lindbergh et c'est pas ça l'objectif, mais en attendant, c'est que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, et les gens que vous défendez au final sur le terrain, partout à travers le monde, sur ces zones de conflit qui sont pas les plus sexy, entre guillemets, si tant est que ça puisse être sexy. Donc, encore une fois, comprenez-le, chers auditrices et auditeurs, c'est quand même des exploits que vous réalisez au quotidien, à la communication et chez MEAD. C'est gentil, on essaie en tout cas. Et effectivement, comme on aime bien les défis, on va ouvrir une nouvelle mission, on espère, bientôt au Tchad, à la frontière avec le Soudan. Donc encore un conflit qui n'intéresse personne. Donc voilà, c'est un peu notre marque de fabrique. Mais si on n'est pas là pour les aider, qui le fera aussi, Voilà, donc c'est le rôle de l'ONG. C'est la raison d'être. C'est une raison d'être qui est très courageuse. Et là, je parle souvent de courage dans le métier de la communication, parce que je pense que nous autres communicants, on manque de courage, très clairement. Et là, tu viens de nous prouver que la communication que tu portes pour cette ONG et qui est portée en local par ces personnes qui ont aussi d'autres métiers, faut pas l'oublier, mais qui très clairement risquent leur peau. Et on est loin de savoir si on va mettre du bleu, du rouge ou du vert sur telle affiche. C'est aussi bien aussi pour nos éditrices et auditeurs qui comprennent que notre métier, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de réunions inutiles dans la communication, mais on a la chance d'être dans un pays où tout se passe extrêmement bien. Il n'y a que les Français qui soient mal à l'aise et qui se plaignent tout le temps, mais on a l'habitude, nous sommes des enfants gâtés. Mais là, vous comprenez que la com de MEAD, c'est un autre niveau. Et que côté courage, vous en avez à revendre. Donc je dis bravo, sincèrement. Michel, bravo à tes équipes aussi. Oui, bravo aux équipes, surtout parce que nous, on est bien cachés dans nos bureaux parisiens. Donc, on n'a pas trop de leçons de courage à donner. Mais effectivement, les équipes, elles sont formidables. Et quand j'ai l'occasion, de manière pas si fréquente que ça, mais j'essaye quand je peux d'aller les voir, je vois à quel point leur travail est formidable sur le terrain. Et c'est... Ouais, là, eux, il faut leur dire bravo, les équipes. Et ils sont en zone de stress et ils travaillent sous stress. Et ouais, eux, ils font un super boulot. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que tu es allé en Ukraine pendant ces vacances, que les vidéos sont entre autres sur l'Instagram, où tu montres un hôpital, dans une ville. C'était quelle ville en Ukraine, pardon-moi ? Vinnytsia. Voilà, à tes souhaits. Mais en tout cas, le courage, tu l'as aussi, parce que aller en Ukraine, c'est peut-être pas la zone où ça tabasse le plus, mais il faut y aller. Je le rappelle. Donc, encore une fois, beaucoup d'humilité de ta part, c'est très bien, mais je tiens à le souligner, le courage, tu l'as. Et tu le vis au quotidien, bien plus que n'importe quelle autre personne dans sa tour à la Défense. Donc, félicitations. Ok, je me tais.
C'était pas pour te, c'était pas du tout pour te mettre une tape sur la main. Podcast. Non, bien au contraire. Ce que je trouve fantastique, c'est que tu viens de montrer que le courage d'un DIRCOM, c'est pas simplement prendre des décisions, c'est aussi aller sur le terrain. Alors évidemment, tout le monde n'a pas, entre guillemets, cette chance ou cette malchance, je ne saurais dire, mais tout le monde ne fait pas ton métier de DIRCOM au sein d'une ONG qui va sur des zones de conflit. Mais encore une fois, être allé en Ukraine pour les 4 ans de la guerre, alors c'était pas un anniversaire pour s'amuser, hein, que ce soit bien clair. Tu es allé dans un hôpital. Je vous inviterai, je vous mettrai le lien évidemment de la chaîne Instagram, du compte Instagram de Méad, et vous pourrez voir Michel dans cet hôpital qui fait, entre guillemets, je mets des gros guillemets, visiter la maison. Donc non, bravo. Oui, c'est ça. Mais en fait, quand on va sur le terrain, nous, il faut savoir qu'au siège, c'est un peu une lutte pour aller sur le terrain. On a tous envie d'aller sur le terrain, mais pourquoi ? Parce qu'on est au cœur de notre métier quand on va sur le terrain. Parce que nous, on est les fonctions support, on est au siège, on est à Paris et on est super content de faire notre métier et on sait que sans nous, la boutique, elle tournerait pas. Sans fausse modestie, il faut les fonctions support pour que ça tourne. Et il faut notamment, effectivement, la collecte de fonds et la com qui va avec. Mais quand on a cette opportunité-là d'aller sur le terrain, et on sait quand on nous laisse aller sur le terrain, c'est que c'est safe. Donc c'est aussi pour ça qu'on y va de manière assez rassurée. On sait qu'on va pas complètement risquer notre peau. Non, voilà. L'ONG est pas complètement inconsciente et laisse pas des salariés partir s'il y a un risque. Et effectivement, du coup, on est hyper content quand on peut aller sur le terrain parce que là, vraiment, le métier prend tout son sens. On arrive à la fin de notre entretien, Michel. J'ai une dernière question qui est une question que je pose systématiquement à mes invités dans le décodeur de la com. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut travailler les métiers de la communication? Alors, dans le secteur de l'humanitaire ou... Non, dans la com en général. Globalement, dans la com. Mais tu peux aussi donner dans l'humanitaire, aussi. En ce moment, la com, c'est un secteur qui est un peu compliqué, je sais, d'accès pour les plus jeunes d'entre nous, donc c'est-à-dire pas nous. Voilà. La génération suivante qui arrive, je sais que c'est bien compliqué pour eux, malheureusement. Il y a pléthore d'écoles, peu d'offres. Donc, le premier conseil que j'ai toujours appliqué, que ce soit dans mon cursus universitaire ou ensuite dans mes différents métiers, c'est d'oser. Moi, j'appelle ça la stratégie Michel Blanc, mais du coup, je ne sais pas si les plus jeunes auront la ref. Oublie que tu n'as aucune chance, c'est vas-y, fonce. Et du coup, en fait, il faut appliquer cette stratégie-là parce que, au pire, on se prend une porte ou on se prend rien du tout. On ne se prend pas de réponse, mais il faut tenter. Il faut tenter. Et je sais que, notamment chez les femmes, il y a cette espèce de censure qui fait qu'on ne va répondre, par exemple, à une offre que lorsqu'on répond à 100% des critères. Je sais que chez les hommes, c'est à peu près 60%. Ça a été prouvé. Donc, mesdames, mesdemoiselles, allez-y. Vous avez 50%, postulez. Au pire, qu'est-ce qui peut vous arriver ? Vous n'aurez pas de réponse. Bon, voilà. Ça prend 2 heures de votre vie de répondre à un CV, de faire une lettre un peu léchée. Ça, j'y tiens. Oubliez l'IA, c'est quand même bien quand c'est quelque chose que vous avez fait par vous-même. Il ne faut pas s'auto-censurer. Voilà, il y aura suffisamment de personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues. Donc, ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues, quel que soit le milieu d'où vous venez et que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez un bagage universitaire de fou et que vous ayez fait une super école ou pas. Voilà, j'ai des copains qui sont maintenant très connus dans le secteur notamment du journalisme, qui n'ont pas fait de super école de journalisme, qui n'ont pas fait de super école de com, ils y sont allés au culot et ça a marché et je leur dis bravo. Donc ça va être ça mon principal conseil. C'est un sacré conseil puisqu'en fait le syndrome de l'imposteur devrait être rebaptisé. Hélas, le syndrome de l'impostrice ou l'imposteuse, je ne sais même pas comment on dit au féminin. Impostrice, imposteuse ? Impostrice. Ça mérite vérification. Eh oui, donc il y aura beaucoup de choses, donc vous irez voir, chers auditeurs et auditrices. Il y aura beaucoup de choses voilà, une grosse interro surprise après. Une grosse interro surprise. Il se prépare. De géo et de langue française. Merci à toi, Michel. Encore une fois, Méad est moins connu que les autres, so what ? On va pas passer Noël dessus. Et surtout, vous sortez du lot. Vous avez largement de quoi sortir du lot par rapport aux autres, puisque vous n'êtes pas vous êtes cette structure qui met les gens à contribution localement, et ce sont eux qui s'en sortent entre guillemets un peu grâce à vous.
Et je ne suis pas en train de minimiser ce que vous faites, bien au contraire. Parce que c'est beaucoup. Non, tu as très bien compris ce qu'on fait. Donc au contraire, c'est très bien. Mais c'est ça qui est important. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de donner, comment ils font? Tiens, des auditeurs et des auditrices, comment on fait pour donner à MEAD, pour faire un don? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet www.mead.fr et puis il y a un petit bouton « Je fais un don » et puis ensuite on se laisse guider. Et puis si vous voulez donner spécifiquement pour une de nos campagnes, voilà, c'est pareil, vous vous laissez guider sur le website et en ce moment on a un petit bandeau « Urgence Liban ». Si la thématique vous parle, la levée de fonds, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous permet d'agir rapidement et efficacement. Donc si vous souhaitez faire un don, évidemment, n'hésitez pas. Donc, allez-y. Et je rappelle que MEAD s'écrit M-E-H-A-D. Eh oui. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Chers auditrices, chers auditeurs, quand on entend une épée, une femme, une vraie DIRCOM qui est courageuse, qui va en Ukraine, eh oui. Qu'est-ce qu'on fait? On met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on fait un don à MEAD. M-E-H-A-D.fr. MEAD.fr. C'est ça. Un grand merci à toi. Merci à toi. Ciao, ciao.